Bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 6 dédié au Value Object, approfondissement sur le sujet. Laissez-moi vous rappeler ce que nous avons déjà abordé dans l'épisode précédent. Nous avons expliqué qu'un Value Object était un objet de valeur qui est immuable ou immutable en anglais. Cela signifie que son état ne change pas. Il existe avec sa propre cohérence ou il n'existe pas du tout. Par exemple, un Value Object identifiant sécurité sociale va vérifier que le numéro de sécurité sociale a 15 chiffres ou qu'à l'instanciation, il n'est pas nul. Si ce n'est pas le cas, il ne va pas être créé, il ne va pas exister. Cela évite les erreurs de codage sournoises lorsqu'on manipule des données qui sont incohérentes. Vous me direz, mais pourquoi valider la donnée alors que par exemple la base de données pourrait le faire? Je vais vous répondre, oui, mais si vous chargez des données dans la base de données et que ces données sont corrompues, le Value Object va être un garde-fou pour vous signaler de façon explicite qu'il y a un problème. Dans ce nouvel épisode, nous allons approfondir le Value Object car c'est un point extrêmement important à utiliser car il va grandement améliorer la qualité de votre code. Prenons l'exemple d'une période. Ici, j'ai créé un Value Object période qui est une classe finale en Java. Cela signifie qu'on ne peut pas l'étendre. Ici, nous avons une classe période qui est finale. Cela signifie en Java qu'on ne peut pas étendre cette classe avec une classe fille. Elle a une date de début, une date de fin. Ici, nous avons le constructeur où on vérifie que la date de début et la date de fin ne sont pas nulles. Et on vérifie la cohérence. La cohérence, c'est de dire que si la date de début est après la date de fin, il y a un problème. Nous avons également une méthode statique qui est une pratique qui peut se faire pour faciliter l'instanciation en faisant période off, en mettant les paramètres, au lieu de faire un new. Là, ça relève plus du style de codage qu'autre chose. Et vous avez le getter et setter. A noter qu'ici, nous renvoyons directement début et fin à travers le getter et setter parce que l'objet local datetime est immutable, immuable en français. Dans le cas contraire, si local datetime n'avait pas été immuable, nous aurions dû renvoyer une copie de cette information de sorte que nous aurions garanti l'immuabilité de la classe. Ici, ce n'est pas la peine puisque cette classe est déjà immuable. Donc le fait que nous renvoyons cette information via le getter ne permet pas à l'appelant de modifier sa valeur. Cette notion d'immuabilité est extrêmement importante. Je repars de la classe état civil qui est dorénavant un value object. Je l'ai déclaré final. Ici, j'ai introduit une nouvelle propriété adresse et qui est exposée via un getter. Je dois m'assurer via ce getter que l'immuabilité est respectée. Je renvoie donc une classe adresse, mais de ce fait, j'expose la propriété rue, qui est une propriété de adresse, puisque ici, je peux définir rue. Pour éviter ce problème, il suffit, lorsque je fais getAddress, de créer une méthode copy qui me permet en fait de renvoyer une copie. De cette façon, cela me permet d'exposer adresse qui a bien sa rue, mais cela ne donne pas la possibilité à l'appelant de changer la rue. Ainsi, je garantis l'immuabilité. D'autre part, pour rester cohérent, la classe adresse doit être elle-même un value object. Je ne dois pas laisser la possibilité d'étendre cette classe puisqu'elle est référencée elle-même par un value object. J'ai créé la classe équivalente de période en Kotlin. La syntaxe est beaucoup plus courte puisqu'en Kotlin, pour définir un value object, il suffit d'utiliser un data class. Cette syntaxe déclare implicitement que c'est un value object. Nous pouvons définir dans init que la date de début est inférieure à la date de fin. C'est équivalent à la vérification que nous faisions en Java. Si nous voulons garder la syntaxe off en faisant period.off, nous utilisons un companion object qui est l'équivalent d'un appel statique. Là encore une fois, c'est une question de style. Étant donné qu'en Kotlin, on essaie de ne pas utiliser de principe statique, on peut rester avec le constructeur qui prend en paramètre la date de début et la date de fin. Ce qui est intéressant dans un value object, c'est de rajouter à l'intérieur des méthodes d'instance qui vont nous faciliter la vie. Je n'aime pas voir des méthodes utilitaires déplacées dans des classes utiles. Cela crée une confusion. Alors que si ces mêmes méthodes, nous les rattachons à leur propre value object, cela fait une cohérence et en plus, cela évite d'avoir deux paramètres. Imaginez cette propriété isBefore qui nous permet en fait de vérifier qu'une période précède une autre période.
ce code aurait pu être effectivement déplacé dans une classe utilitaire. Le problème, c'est que cette classe utilitaire, au lieu d'avoir un seul paramètre comme ici, elle en aurait eu deux, la première période et la deuxième période. Alors qu'ici, en ayant une méthode d'instance, j'utilise l'instance courante et je la compare à celle qui est passée en paramètre, ce qui nous réduit le nombre de paramètres de 2 à 1 par rapport à une externalisation dans un utile. Ici, en Kotlin, nous n'avons pas besoin de vérifier que début et fin sont nuls, puisque le langage Kotlin est encore plus typé que Java. Si début et fin sont nuls, il faut le spécifier via un point d'interrogation, ce qui permet de spécifier directement par le langage que début peut être nul, ainsi que fin. Étant donné que nous avons volontairement spécifié qu'il ne pouvait pas être nul, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de vérifier cette nullité comme nous l'avons fait en Java. Au niveau du test unitaire, nous avons écrit des tests qui nous permettent de comparer des périodes, dire qu'une période 1 est avant une période 2. Là encore, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus clair d'avoir l'instance courante et de la comparer à une autre plutôt que d'avoir deux paramètres dans un utile. Ensuite, un autre test ici permet de vérifier que la période 2 est successive après la période 1. Et enfin, on peut également rajouter une période isInside pour s'assurer que la période 1 est à l'intérieur de la période 2. Toutes ces méthodes que nous mettons dans le valueObject seront centralisées dans le valueObject et de ce fait ne seront pas dupliquées dans le code. Ici, j'ai l'état civil avec le nom et prénom qui sont de type string. Le problème avec ce type de typage, c'est que je peux faire une inversion. Au lieu de mettre le nom en premier, je mets le prénom. Cette inversion est un peu sournoise. Pour éviter ce problème, il suffit de faire un typage de type valueObject en créant un nom qui est de type nom et un prénom qui est de type prénom. Ainsi, lorsque je vais instancier l'état civil, je vais être obligé d'utiliser les valueObjects. Les valueObjects de prénom et de nom sont définis comme suit. On a une valeur, on a une méthode off, là encore à utiliser selon vos habitudes ou pas, et le constructeur. Même chose avec le nom, nous avons le constructeur, la création via la méthode statique off. Vous allez me dire, c'est vraiment beaucoup de choses pour pas grand chose. Oui, c'est vrai, sauf que si demain je veux mettre une règle métier liée au nom, par exemple une longueur maximum ou un format spécifique et ainsi de suite, le fait d'avoir déjà mis en place le valueObject non seulement me permet de garder ce typage fort lié au valueObject, mais en plus va me permettre de rajouter des méthodes d'instance ou des vérifications à un seul endroit sans même affecter le reste du code, ce qui est extrêmement pratique. Autre avantage du valueObject, cela limite les tests de nullité. Prenons l'exemple de période écrite en langage Java. Une fois que le valueObject période est instancié, je sais que quoi qu'il arrive, début et fin existent. Ce qui veut dire que quand je vais y accéder via ces getters, je n'aurai pas besoin de faire if get début différent de nul, puisque dès la construction du valueObject, j'ai vérifié une bonne fois pour toutes que ces deux champs sont non nuls. À chaque fois que je vais appeler getDébut et getFin, je n'ai plus besoin de faire ce contrôle. Je limite ainsi les tests de nullité qui apparaissent beaucoup dans le langage Java. Je trouve que le valueObject est une bonne pratique à mettre en œuvre. Elle est simple, elle est robuste, elle permet au code d'être encore plus lisible. Donc je vous encourage dès aujourd'hui à utiliser le maximum de valueObject, à oublier un peu les strings. Les strings, vous les encapsulez dans un valueObject et vous ne travaillez qu'avec les valueObjects. J'espère que ces vidéos sur le valueObject, l'approfondissement des principes du valueObject vous ont plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.